Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau podcast, nous allons aborder le lien entre l'activité physique et la pollution de l'air. Et pour ça, je vais faire appel à Thomas Coudon, qui est chercheur au Centre Léon Bérard et qui travaille plus spécifiquement sur l'exposition à la pollution atmosphérique. Et ensemble, on va essayer de répondre à certaines questions que vous posez probablement dans votre quotidien, à savoir, est-ce que je peux continuer de pratiquer une activité physique pendant les pics de pollution ? Est-ce que c'est judicieux pour ma santé de pratiquer ou de continuer mon sport, notamment en extérieur, si j'habite dans une zone qui est polluée. Donc, merci à toi, Thomas, d'accepter de participer à ce podcast. Et je vais te proposer de te présenter pour commencer, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet. Ok, merci pour l'invitation d'abord. Donc, en effet, je suis chercheur au Centre Léon Bérard, donc c'est un centre de recherche sur les facteurs de risque de cancer. Et plus spécifiquement, je travaille dans une unité qui étudie les liens entre environnement et cancer. Et ma spécialité, c'est surtout la caractérisation des expositions à la pollution de l'air. Voilà. Et donc, je travaille en amont des études pour déterminer à quoi sont exposés les sujets à différents moments de leur vie. Voilà. Ok, très bien. Et peut-être pour qu'on précise un petit peu juste la pollution de l'air, ce que c'est, parce qu'il y a quand même plusieurs formes de pollution, j'aimerais bien que tu t'essayes de nous le définir simplement, étant donné que c'est un sujet qu'on entend un peu au quotidien, qui reste complexe, mais comment on pourrait le définir simplement ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités là-dessus, donc pour vraiment essayer de donner une définition simple, on parle de pollution de l'air quand il y a eu un changement, une altération dans la composition de l'atmosphère classique, on va dire. Donc il y a un changement dans ses composés. Donc on a une atmosphère de base, on va dire, qui est pas polluée. Et s'il y a un certain composé, certaines espèces chimiques qui apparaissent en trop grand nombre, on dit que voilà, il y a un changement de composition. Et donc là, on commence à parler de pollution de l'air. Donc après, ça peut être d'origine naturelle. Par exemple, les feux de forêt, les activités volcaniques, mais en réalité, c'est quasi essentiellement dû aux activités humaines. D'accord. Et quand tu dis un changement de la composition, est-ce que ce sont des nouveaux composés qui arrivent, enfin des nouveaux composants, ou c'est plutôt en termes de concentration que, tu vois, il y a une concentration de base, et là, à ce moment, quand c'est pollué, elle est différente de d'habitude. Il y a les deux. Donc, les deux. Voilà, Okay. il y a l'introduction de nouveaux éléments à cause des activités humaines un peu spécifiques. Par exemple, notamment certaines espèces chimiques comme les émissions de PFAS, par exemple. Et si on prend un exemple d'un élément qu'on peut retrouver dans la nature, simplement les particules, par exemple. Dès qu'il y a un feu de forêt, il y a émission de particules. Et par diverses activités humaines comme le chauffage, le trafic, il y a aussi émission de différentes gammes de particules. Donc ça, c'est une concentration plutôt en composés qui va augmenter. Mais c'est déjà présent naturellement. Voilà. Ok, ouais. Là, dans le podcast, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais il va y avoir des choses un peu techniques, mais tu vas nous le présenter comme tu en as l'habitude de le faire. Et on va essayer quand même d'aller sur progressivement des conseils assez pratiques pour que vous puissiez ressortir de cet épisode avec tous les éléments clés qui vous permettront de prendre les meilleures décisions vis-à-vis de votre santé et de votre bien-être. Donc, on va faire au mieux. Et pour ça, tu vois, pour nous préciser un petit peu, vu que je sais qu'il y a, comme tu viens de le dire, plusieurs sources de polluants, plusieurs types de polluants. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner les grands noms ou ceux dont on entend le plus parler et peut-être ceux sur lesquels il faudrait quand même avoir un minimum de connaissances pour peut-être se prévenir un petit peu nos comportements au quotidien. Ok, donc c'est vrai que pour se repérer, c'est pas forcément évident. On peut avoir des centaines d'espèces chimiques dans l'atmosphère. Il y en a qu'un certain nombre qui sont officiellement réglementées, surveillées. Donc celles qui concentrent le plus de recherches actuellement et auxquelles la plupart d'entre nous, voire quasi tout le monde sont exposés, c'est l'exposition aux particules. Donc, la difficulté pour comprendre, c'est qu'il y a différentes tailles de particules. Donc, on parle de particules fines, notamment. Donc, c'est les particules qui ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. On parle surtout de celles-là parce que, à cause de leur taille, elles peuvent rentrer
plus profondément facilement. dans l'organisme, notamment dans les poumons, passer la barrière alvéolaire. Après, on a d'autres gammes de particules. On a des particules un peu plus grosses, qu'on appelle PM10, donc avec le diamètre inférieur à 10 micromètres. Celles-là, normalement, sont arrêtées au niveau du nez. Et on a les particules qu'on appelle ultra fines, qui là, par contre, elles, peuvent pas vraiment être arrêtées. Donc, si on les respire, on va les retrouver dans le sang directement. Donc, ça, c'est parmi les polluants qui sont les plus étudiés. Et parmi les polluants où finalement tout le monde est exposé, parce que les sources de particules fines, c'est le chauffage, le trafic, l'agriculture et aussi un petit peu l'industrie. Donc finalement, on retrouve des concentrations élevées de particules fines, notamment en milieu urbain, mais globalement sur tout le territoire. Et si on regarde les recommandations, par exemple, de l'OMS, pour ce polluant-là en particulier, elles sont assez basses. Donc finalement, par rapport à ces recommandations-là, on peut considérer que tout le monde est exposé quand même. Voilà. Après, un autre polluant qui mérite d'être mentionné, peut-être, notamment en milieu urbain, c'est le dioxyde d'azote, NO2. Donc c'est un polluant qui est principalement émis par le trafic. Donc 60 à 70% des émissions sont liées au trafic. Et donc on a surtout des concentrations élevées en bordure des axes routiers. Voilà. Et ça, c'est un polluant, du coup, est-ce que c'est plutôt des particules fines ou c'est carrément autre chose? Non, ça c'est une espèce chimique, donc un polluant gazeux. Ok. Voilà. Un troisième polluant qu'on peut citer également, c'est l'ozone, donc, qui se forme après désintégration du NO2. Donc sous certaines conditions, le NO2 va se dégrader avec les rayons du soleil et se former de l'ozone. C'est un polluant qui est assez irritant, qui a la particularité d'avoir des concentrations très faibles en hiver, mais du coup des pics assez forts en été, et du coup des concentrations d'ozone qui sont plus élevées dans le sud de la France, parce qu'il y a plus d'ensoleillement. Plutôt dans des villes ou dans les milieux périurbains très ensoleillés, donc plutôt au sud de la France. Voilà. Ok. Donc là, globalement, plus les particules sont fines, plus elles rentrent dans le corps. Je vais simplifier. Oui, c'est ça. Plus elles sont fines, plus elles rentrent dans le corps. Plus elles peuvent être nocives pour la santé. D'accord. Voilà. Ouais. Et après, ce qu'il faut aussi retenir, c'est le dioxyde d'azote, plutôt présent là dans le trafic, produit par les voitures. Si je devais simplifier, on peut rester sur l'exemple des particules fines. Je pense que c'est le plus simple à retenir. En général, quand il y a de l'activité humaine, que ce soit du trafic, du chauffage, de la combustion, on a des particules, et on sait que dès qu'il y a augmentation de particules dans l'atmosphère, on a une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et respiratoire, on a une augmentation du risque de cancer du poumon. Donc on sait que, par exemple, l'exposition aux particules, c'est vraiment un marqueur de la pollution, et c'est un marqueur de sanitaire. Donc plus on a c'est un effet linéaire, c'est un effet sans seuil en fait. Voilà. Donc plus il y en a, et dès qu'il y en a qui apparaissent, on a tout de suite un impact sur la santé, avec une baisse de l'espérance de vie et beaucoup d'impacts différents sur l'organisme. Voilà. Ok. Et là, on va parler, alors on met déjà en avant plutôt les villes et le trafic, mais est-ce que, tu vois, donc pour les personnes qui habitent dans les campagnes ou à proximité d'usines, est-ce qu'on peut se retrouver avec des concentrations, alors qui ne seront pas du tout peut-être des mêmes polluants, mais est-ce qu'on peut se retrouver avec des choses aussi néfastes qu'en ville avec le trafic? Est-ce que c'est finalement ça le pire, tu vois? Ou est-ce qu'on peut avoir aussi d'autres cas de figure ou pour notre santé, c'est tout aussi dangereux? Parce qu'on parle beaucoup de la pollution en ville, mais c'est vrai qu'on en parle moins, je trouve. Alors, c'est vrai que globalement, les endroits les plus pollués en France, ça reste les grandes métropoles, Paris, Lyon, Lille, Marseille, à cause de simplement le regroupement de population, la densité, beaucoup de trafic, beaucoup de chauffage. On peut retrouver de la pollution en milieu rural, évidemment, mais en général, elle sera moindre qu'en milieu urbain, à part peut-être pour certains polluants comme l'ozone que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il va se transformer en O2, mais le temps qu'il se transforme, il va se déplacer, donc ce ne sera pas forcément directement au-dessus du centre-ville. On peut avoir des expositions aux particules de manière locale, parce que ça peut être aussi émis par l'agriculture. Donc peut-être si on est à proximité de grosses installations industrielles ou agricoles en milieu rural, on peut avoir peut-être parfois des expositions aux particules. Et en milieu rural, ce qu'on retrouve aussi, c'est les expositions aux pesticides, un peu plus forcément qu'en milieu urbain. Mais de manière générale, on peut quand même dire qu'on est moins exposé en milieu rural. D'accord, ouais. Ok. Après, dans les grandes tendances, alors ça, ce sont des choses que j'ai peut-être lues dans des articles, je me rappelle même plus, tu vois, j'ai plus les sources en tête, mais tu vas me dire justement si c'était peut-être des mauvaises sources. Mais j'ai entendu quand même que la pollution de manière globale avait tendance à diminuer parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont pas prises justement. Et en parallèle de ça, donc c'est peut-être deux questions différentes, mais en parallèle de ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de pics de pollution, ou en tout cas la concentration elle est très très élevée,
voire plus élevé qu'à une certaine époque. Est-ce que tu pourrais un peu préciser quelles sont les tendances à ce niveau en termes de fréquence de pics de pollution et en termes d'évolution justement de cette pollution de l'air? Tu fais bien de poser la question parce que quand je donne des cours, c'est souvent une des premières questions que je pose aux étudiants et la plupart se trompent et ont l'impression qu'il y a de plus en plus de pollution en France, alors que c'est plutôt l'inverse. Si on regarde à une échelle de 20 à 30 ans, on a quand même une diminution importante des concentrations sur quasiment l'ensemble des polluants. Les particules que j'évoquais tout à l'heure, on a des baisses de l'ordre de 40%, le dioxyde d'azote, pareil. Il n'y a que l'ozone dont les concentrations sont à peu près constantes, mais c'est plus lié au réchauffement climatique qui augmente la fréquence des moments propices à la création d'ozone. Donc on est à une échelle à dire longue sur une baisse assez marquée grâce à du coup, la mise en place de politiques publiques pour baisser la pollution de l'air. À une échelle plus courte, on va dire sur les 10-5 dernières années, on est plus sur une stagnation. On va dire qu'on baisse, mais de manière très lente, quoi. Ouais. Y a une étude qui est sortie récemment qui disait que même on pouvait dire qu'il y avait quasiment plus de baisse. Voilà. On est un peu sur un plateau, parce que ça nécessiterait encore un effort particulier, notamment sur le chauffage dans les bâtiments. Aussi, Les émissions industrielles ont déjà beaucoup diminué, donc là-dessus, il y a déjà une partie du travail qui a été fait. Là, c'est vrai qu'il faudrait, du coup, c'est en train d'être fait avec la mise en place des vignettes critères, ce genre de choses, pour diminuer les émissions du trafic. Mais donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est plutôt positif à une échelle longue. Là, actuellement, on est quand même moins exposé, typiquement, que nos parents ou nos grands-parents. Et pour ce qui est des pics, donc forcément, si la concentration de fond baisse, les pics sont en théorie moins intenses. Donc, quand il y avait des épisodes très particuliers de pics, ils pouvaient être plus forts que ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être que je peux expliquer peut-être la cause des pics pour que ce soit plus clair. Il y a deux raisons d'avoir un pic de pollution. Soit il y a une émission particulièrement forte de sources, donc ça peut être par exemple, il y a un très gros incendie de forêt, donc là, comme il y a pu avoir en Australie il n'y a pas très longtemps, donc là on va avoir en un espace de temps très court des grosses émissions, où on peut avoir par exemple un problème dans une usine, voilà, un problème avec un filtre, et voilà, pendant quelques temps, ou un accident industriel, on peut avoir un pic comme ça de concentration, mais ils peuvent être aussi dus à des phénomènes qu'on ne contrôle pas, comme la météorologie par exemple. Donc, typiquement en hiver, on peut se retrouver avec des conditions qui sont assez défavorables, avec en fait pas de vent et ce qu'on appelle un plancher atmosphérique bas, c'est-à-dire qu'en gros les polluants sont un peu coincés, ils peuvent pas un peu s'envoler, s'éloigner de la ville. Et en fait, les émissions continuant à l'intérieur de la ville, les polluants ne pourront pas ou peu s'échapper. Naturellement, la concentration va augmenter et c'est un peu ce qu'on observe en hiver quand on a des pics. Et donc ça, c'est des phénomènes simplement météorologiques qui ne favorisent pas la dispersion des polluants. Et ces phénomènes météorologiques, ils sont par contre influencés en partie par le réchauffement climatique. Et on sait que l'augmentation du réchauffement climatique favorise l'apparition de phénomènes météorologiques extrêmes, et donc notamment des canicules, qui sont là aussi des phénomènes où les masses d'air ne bougent pas beaucoup. Et on peut... plus c'est un peu extrême dans les deux sens finalement. C'est ça, exactement. Et donc du coup, c'est pour ça que malgré le fait qu'on ait globalement des expositions moindres, on peut avoir encore des pics importants à cause de ces phénomènes météorologiques particuliers. On a eu notamment, il y a quelques mois à Lyon, un pic très important de particules qui a duré une grosse semaine, avec des particules qui étaient à des niveaux 5 à 6 fois supérieurs aux recommandations OMS, voire même, peut-être même carrément 10 fois supérieur aux recommandations OMS. Et c'était simplement dû à des conditions météorologiques défavorables, avec vraiment les masses d'air qui étaient bloquées et qui ne bougeaient pas. Et donc là, quand on dépassait ce seuil-là, souvent il y a mise en place de politiques un peu spéciales, notamment la circulation alternée, par exemple. Tu vois, c'est bien que tu le précises, parce que dans ma tête, je me disais à chaque fois, est-ce que c'est parce qu'on est proche des vacances? Parce qu'il me semble que la dernière fois, c'était en février, et c'était proche des vacances de février. Je me disais, est-ce que c'est parce que tout le monde prend la route et tout le monde va en vacances, et du coup, ça exagère les concentrations? Mais là, tu me prouves que vraiment, c'est aussi très corrélé à la météo, et j'avais pas forcément ça en tête. La variabilité, si elle doit exister, elle est plutôt au niveau annuel. Il y a plus d'émissions en hiver, parce que les gens se chauffent plus. Donc, si on regarde un petit peu la variation dans l'année, on est quand même, il y a moins de pollution en été, globalement. Et puis, par exemple, en ville, peut-être en été, ça se vide un peu, il y a un peu moins d'activité. Donc, souvent, les plus hautes concentrations journalières, elles sont plutôt observées en hiver. Voilà. Après, il y a des exceptions, puisqu'il y a aussi des phénomènes en été, des fois, de canicule, où où les masses d'air, je disais, ne bougent pas, et on peut avoir aussi une augmentation des concentrations. Mais de manière générale, c'est plutôt en hiver qu'on peut avoir des concentrations vraiment fortes.
Ok, d'accord. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'apprends, en tout cas. Si on rentre un petit peu plus là sur le lien entre l'activité physique et du coup la pollution de l'air, est-ce que du coup on peut dire que c'est bon de maintenir une activité physique pendant... déjà, on peut différencier, je pense, la pollution classique quotidienne qu'on a en ville des pics de pollution, parce qu'il y aura probablement différentes manières de répondre selon les cas de figure. Mais est-ce que du coup, quand on est en ville et qu'on est dans un environnement qui est pollué de base, c'est bon de faire de l'activité physique, sachant qu'il y a du coup une balance bénéfice-risque à chaque fois qu'il y a un peu de pollution ou qu'on me pose la question, je vais toujours te poser la question moi. Et je sais que tu m'as toujours mis en avant le fait que l'activité physique a quand même des bénéfices qui sont très élevés et qui peuvent du coup compenser ou même passer au-dessus des effets néfastes de la pollution. Oui, alors c'est une question assez importante qui revient souvent moi aussi quand je fais des présentations grand public. Alors pour être le plus clair possible, euh, quand on fait une activité physique, on a une respiration plus intense, un volume voilà, euh, inhalé plus fort, donc on a une dose de polluants reçus qui est plus élevée. Une personne voilà, qui ne fait rien avec une respiration normale. Et donc, en termes de dose, forcément, on a une dose reçue plus élevée et donc potentiellement un impact sur notre santé qui va être un peu plus fort. En revanche, on sait aujourd'hui avec certitude, il y a des tonnes d'études qui ont été réalisées, que les effets bénéfiques de l'activité physique surpassent largement les effets néfastes de la pollution de l'air. Euh, alors ça s'applique dans des conditions standards de pollution et pour une population normale, donc on reviendra je pense là-dessus tout à l'heure, mais voilà, pour une personne voilà, plutôt en bonne santé, un âge moyen, il y a un vrai bénéfice à faire de l'activité physique, même en milieu pollué. Il faudrait être dans des conditions de pic de pollution un peu marquées pour un peu remettre en question ça. De manière générale, à choisir, il vaut mieux aller faire son activité physique où serait gagnant. Et les études montrent que d'ailleurs que même pour des niveaux un peu élevés de pollution de l'air, le bénéfice de l'activité physique a quand même réduit mais se maintient. Donc même pour des niveaux assez élevés, on a quand même de manière générale des Toujours un bénéfices. bénéfice, Voilà, quoi, c'est ça. Le à bénéfice pratiquer. va être moindre pour le corps, mais il y aura toujours un bénéfice. Ok. Est-ce qu'il y a une nuance peut-être à apporter selon si on pratique en intérieur ou en extérieur? Pareil, là, dans un contexte où on est sur un environnement pollué moyennement, enfin de base, sans aller sur un pic de pollution, est-ce que là, tu vois, tu conseillerais plutôt de pratiquer quand même dedans, malgré tout, ou, euh, Alors quand on est ou dans un pas? contexte Classique. Enfin, classique sans pic de pollution, j'aurais pas de conseils à donner entre extérieur et intérieur, ça dépend voilà, de votre pratique, de ce que vous voulez faire. Les polluants sont pas les mêmes en intérieur et en extérieur. Donc je pense que c'est intelligent de jouer sur le facteur distance. Donc par exemple si vous allez courir, aller en extérieur, vaut mieux s'éloigner un petit peu par exemple des axes routiers principaux. Ça me paraît être un bon moyen simple de mettre de la distance entre soi et la source et d'être peu exposé. Ça c'est pour quand on est en extérieur. Quand on est en intérieur, il peut y avoir des sources toutes bêtes, mais par exemple, si on a voilà, une cheminée, si on met de l'encens chez soi, si on a des sources de combustion à l'intérieur de la maison, on peut avoir voilà, une autre forme de pollution voilà, c'est finalement. ça, une Ouais. pollution en air intérieur. Et le problème de l'air intérieur, c'est qu'il suffit de pas grand-chose pour que ce soit très pollué, parce que le milieu est clos, donc on n'a pas cette évacuation qui se fait. Après, en temps normal, si on aère régulièrement, l'intérieur, il doit être moins pollué que la rue, on va dire, mais c'est pas toujours le cas parce qu'on peut aussi avoir des composés organiques volatiles qui sont émis par les meubles, on peut avoir plusieurs choses, donc c'est pour ça aussi qu'on dit d'aérer tous les jours son, son appartement. Ou les produits ménagers, enfin, tous Voilà, ces choses. par Mais exemple. tu vois, alors c'est une question peut-être un peu bête, mais on dit d'aérer tous les jours 10 minutes notre appartement ou notre maison. Et en même temps, je me dis, mais quand j'aère, j'ouvre, du coup, toute la pollution de l'extérieur, elle rentre. Tu vois, il y a un petit peu, j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que du coup, Alors, tu veux chasser une forme de pollution, et en même temps, t'en as une autre qui rentre, tu vois. il y a toujours des contre-exemples parce que c'est vrai que par exemple, si on habite au premier étage, juste au-dessus d'une voie très passante, je ne conseillerais pas forcément d'ouvrir à 7 heures du matin quand il y a le pic de trafic. Par contre, quoi qu'il arrive, c'est vraiment très important d'aérer son logement parce que, comme je le disais, naturellement, il va y avoir des sources d'émissions quand on cuisine, euh, si, euh, si on fume par exemple, si on utilise des produits pour ses plantes, si on utilise des bougies, si on utilise de l'encens.
Et il faut absolument évacuer toutes ces émissions. Et si on n'ouvre jamais, ça va faire que monter et on peut avoir vraiment des concentrations très élevées à l'intérieur. Donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, il faut aérer. Et si on est dans une situation où on sait qu'en ouvrant, on est peut-être proche d'une source de pollution, faut choisir des moments où, si on est proche d'une route, par exemple, il faut plutôt ouvrir la nuit ou très tôt le matin ou tard le soir quand il y a un peu moins de trafic. D'accord, ouais, il n'y a pas de toute manière une réponse toute faite là, c'est vraiment... c'est sûr qu'en ouvrant, vous allez faire rentrer D'accord. quelques polluants de l'extérieur, mais c'est plus important de vider, de nettoyer l'air à l'intérieur de l'appartement. Ok. Pour revenir du coup à la question que je te posais au début, donc le lien entre pollution, activité physique, si on part plutôt là sur des pics de pollution, parce que tu nous as dit que c'était donc plus bénéfique, qu'il y avait toujours un bénéfice à pratiquer qui est supérieur justement aux effets négatifs de la pollution, sauf quand on arrive sur des concentrations très élevées, ou peut-être, il me semble que tu m'avais dit ça à une époque, c'est une question de durée, donc en fait de temps d'exposition, et à la fois une question aussi d'intensité d'exposition. Quand je dis ça, je veux dire, si on pratique une activité à intensité élevée, on va du coup beaucoup plus ventiler, donc même si on a une activité qui est courte en termes de temps, on va peut-être inhaler une concentration qui sera très importante d'un coup. Et donc je voudrais distinguer l'intensité de la pratique et en même temps la durée de la pratique qui est, même si j'ai une ventilation qui reste correcte, qui reste modérée, voire légère, si je pratique pendant très longtemps, la concentration sera peut-être moins importante sur le moment, mais vu que je vais pratiquer longtemps, je vais peut-être inhaler la même quantité sur, je sais pas moi, l'équivalent de 1 heure d'activité. Ouais. Ok. Alors, je vais séparer ma réponse en fonction du public auquel on s'adresse. Pour les gens qui sont dans une démarche avec de l'activité physique qui est introduite dans leur vie déjà depuis longtemps, pour lesquels c'est une habitude, c'est acquis, ouais. c'est acquis. En effet, je pense que quand il y a un pic de pollution, il faut réfléchir à adapter sa pratique. Donc en jouant sur 3 facteurs, la durée de la pratique. Donc on peut du coup pour les aller courir 1 heure, courir un peu moins. On peut s'éloigner des sources de pollution. Donc, en général, quand il y a un pic, c'est plutôt en extérieur. Hein. Donc, à l'intérieur, on a moins de pollution. Donc, peut-être à ce moment-là, remplacer son activité physique par quelque chose qui est en intérieur. Donc, soit chez soi, soit à la salle de sport, soit aller faire de la natation, plein d'exemples. Et le troisième facteur sur lequel on peut jouer, c'est l'intensité. Donc, les recommandations, c'est plutôt de viser des activités physiques avec des intensités modérées à moyenne, faibles à moyenne, en gros. Donc ça va après de la marche au vélo, après au pilates, yoga, tout ça. Mais donc, si possible, éviter les activités qui sont très intenses, quoi. Voilà. Ok. Et pour ce qui est des personnes qui, du coup, pratiquent peut-être une activité physique de manière plus occasionnelle, c'est vrai que moi, j'ai tendance à essayer de leur mettre le moins de barrières possible et leur dire que ce qui compte, c'est quand même les expositions chroniques, on va dire, d'un point de vue sanitaire. Et donc, si c'est leur seul créneau de la semaine pour aller faire un peu de course, ce serait un peu dommage de ne pas le faire, on va dire, disons. Et, ça pourrait briser en fait leur rythme. Et donc il y a tellement d'effets bénéfiques à la pratique de l'activité physique, ce niveau, niveau mental, sur tellement d'aspects que j'aurais tendance à encourager même de courir seulement 20 minutes peut-être, mais de quand même pratiquer et plutôt qu'éviter de le faire, quoi. Voilà. Ok. Ça, c'est un peu le discours que je tiens par rapport à ça. Après, ça dépend aussi du contexte, de la durée du pic. Si c'est un pic, ils disent de faire attention pour les 2 prochains jours, ça coûte pas grand-chose soit de réduire son activité, soit d'attendre 2 jours. Voilà. Tout à fait, ouais, décaler si c'est possible. Mais je comprends, du coup, la nuance, ça serait vraiment... Enfin, c'est vraiment une question d'habitude et de... Je pense que ça, c'est vraiment ton point de vue et il n'y a pas forcément d'étude qui va le notifier, mais je trouve ça intéressant parce que c'est du pratique et c'est presque du bon sens, même si on aurait tendance à l'oublier. Mais j'aime beaucoup ce point de vue. Et après, alors là, on parle vraiment de public classique. C'est sûr que si on va vers des populations à risque, donc on peut parler peut-être des personnes âgées, des femmes enceintes, toutes les personnes qui peuvent avoir déjà des problématiques au niveau cardiaque ou au niveau respiratoire, les enfants, je dirais aussi les nourrissons, toutes ces personnes ou ces publics plus à risque, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, tu vois, dans ces situations ? Alors,
Encore une fois, j'ai envie qu'on distingue la pollution du quotidien classique des pics de pollution. Est-ce que tu répondrais de la même manière pour ces publics-là par rapport à ce que tu viens de me dire juste avant? Est-ce que tu dirais exactement la Donc, même chose pour des niveaux de pollution classiques, on va dire, il n'y a pas de recommandations particulières, je veux dire, à part pour des gens qui ont des grandes sensibilités au niveau respiratoire, asthme et tout ce genre de choses. Forcément, juste s'éloigner de la proximité immédiate des sources. Donc, encore une fois, pas, voilà, si possible, aller marcher pendant 2 heures le long de la voie la plus fréquentée par les voitures. Mais c'est surtout en période de pic, on dit de faire attention. On cite les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes avec des pathologies cardiaques, respiratoires, ce genre de problématiques-là. Et donc forcément pour la pratique d'activité physique, c'est aussi des publics plus sensibles. Donc faut qu'ils fassent attention dans ces moments-là, peut-être en visant vraiment, s'ils tiennent à faire de l'activité physique, des activités, on va dire, avec une plus intensité douces? faible, Ouais. voilà, Ok. probablement. Après, il y a aussi on va dire, il y a des moments dans la vie où on est plus à risque que d'autres, c'est le cas pour les femmes enceintes. On sait que la pollution de l'air a un impact important sur les femmes enceintes. Ça représente, c'est un facteur de risque qui représente 25% des faibles poids à la naissance, par exemple. Faut quand même globalement essayer de modérer ses expositions tout au long de la grossesse. Donc, c'est déjà super si on arrive à maintenir une activité physique durant la grossesse. Après, à choisir, voilà, s'il y a un moment de pic de pollution, vaut mieux peut-être lever un peu le pied ou à ce moment-là viser des activités plus Vraiment tranquilles. très, très douce. Ouais, Du c'est ça. pilates, du yoga. Exactement, ce qui est en plus très bien Ouais, c'est dans ce ça. cadre-là. Ça apportera autre chose. Si on rentre du coup, enfin si on résume un petit peu les quelques comment dire modalités sur lesquelles on peut agir, parce que c'est sûr que quand il y a un pic de pollution, on peut pas contrôler réellement nous particuliers le pic de pollution. Par contre, ce sur quoi on peut jouer, c'est les modalités de la pratique. Donc comme tu l'as dit, le type d'activité, la durée, l'intensité, Le lieu. le lieu. Qu'est-ce qu'on pourrait... Le créneau horaire aussi. Oui, Donc à quel moment on va peut-être le sortir. créneau horaire, oui. En général, quand on regarde les courbes de pollution, on a deux grosses bosses qui correspondent au moment de congestion du trafic. Donc la matinée, on va dire entre 7h et 9h30, 10h, et le soir, souvent entre 16h30 et 19h, 20h. Et donc c'est vrai que le reste de la journée est un peu moins élevé. Donc si on a le choix, si on peut, soit aller voilà, faire son running avant ou plus tard le soir, ou entre midi et 2, c'est peut-être des moments où on est hors pic de trafic, et donc ça sera toujours mieux. Et tu arriverais à dire, parce que si le trafic, on considère qu'il est par exemple, je sais plus ce que tu as dit, mais de 7h à 9h ou 10h, Ouais. ouais, tu as dit ça à peu près. Si le pic il est à cette heure-là, est-ce qu'il faut attendre encore plus loin, tu vois? Parce que j'imagine que c'est pas parce qu'une fois qu'il n'y a plus de voiture, d'un coup, il Oui, y a mais plus de, oui, alors après de concentration. ça diminue comme ça lentement, mais globalement la décroissance elle est assez rapide. Donc Ok. il y a vraiment deux bosses, et globalement le moment de la journée il y a le moins de polluants, c'est la nuit. Mais après Sortez la nuit. c'est pas forcément pratique. Ouais, il faut juste éviter voilà, les quelques heures dans la journée où globalement tout le monde est dehors, et c'est le moment en fait où on est le plus exposé, parce qu'on est tous dehors au même moment, au moment où il y a le plus d'activité, il y a les gens qui rentrent chez eux, qui mettent le chauffage, les voitures, et donc on est vraiment plus exposé à ce moment-là en termes de dose, quoi. Donc, La concentration elle est vraiment élevée de manière instantanée, quoi. enfin, ouais, à ces moments-là, c'est le moment- moment où elle peut varier d'un facteur 3, par exemple. C'est vrai que, mais à ce moment-là, vaut mieux jouer sur le facteur peut-être lieu, parce que adapter sa pratique en termes de moment dangereux, c'est pas forcément évident. Mm. Donc, il suffit d'aller courir si on a la chance d'avoir un petit parc à côté, ou un tout petit peu loin du trafic. Déjà, ça change pas mal de choses. Ou sinon, se rabattre sur des pratiques en intérieur. Voilà, après, en intérieur, encore une fois, il peut aussi y avoir des polluants. Je pense notamment par exemple à l'escalade, où il y avait des problématiques avec la magnésie. Magnésie, Ouais, ouais. maintenant, ils sont passés dans pas mal de salles à de la magnésie liquide, si j'ai bien suivi. Oui. Donc, du coup, là, pour le coup, ça fait vraiment baisser les particules dans les salles. Donc, mais de manière générale, ça peut être voilà, un changement de lieu, ça peut être pas mal. Donc, ouais, c'est un peu le triptyque, quoi.
lieu, intensité de la pratique et le moment où on l'a fait. Voilà. D'accord. Et je reviens quand même sur le type d'activité. C'est vrai que quand on a la possibilité de faire une autre activité, dans ces moments, il faut privilégier, dans les cas de pic de pollution, il faut privilégier plutôt des activités, je dirais, de renforcement musculaire ou de souplesse plutôt que d'aller faire des activités cardio absolument. Puisqu'on aura aussi des bénéfices en faisant du renforcement musculaire. Peut-être pas les mêmes qu'en faisant du cardio, mais en tout cas, on va moins ventiler. Et c'est en ça que ça sera plus intéressant. Je pense que d'une part, en plus, c'est bénéfique de varier sa pratique d'activité physique. Après, bon, tout est relatif. Et voilà, si une personne adore faire du squash et veut faire des activités extrêmement intenses et voilà, tient absolument à faire sa pratique, même un jour de pic, j'ai envie de dire, c'est pas non plus extrêmement grave. Ce qui compte, c'est surtout la chronicité des expositions sur le long terme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus rentrer dans un truc culpabilisant, on va dire. Si voilà, c'est important pour vous de faire votre pratique, allez-y. C'est juste que voilà, ce qu'on vous explique, c'est mieux. C'est pour votre santé. Si vous pouvez voilà, décaler, faire un autre jour. Voilà. Ok. J'ai le souvenir dans un échange qu'on avait dû avoir qu'il y avait vraiment aussi une notion de temps d'exposition. Et tu me disais qu'au bout de 5 heures, je crois par exemple quelqu'un qui fait du vélo, on est face à un gros pic de pollution, je veux faire du vélo, si j'en fais plus d'un certain nombre d'heures, et je crois que c'était 5 heures, bah, j'arrive à me retrouver dans une situation où là, je vais avoir peut-être plus trop de bénéfices, en tout cas à y aller. Donc peut-être que c'est contre-performant presque, tu vois. Je vois à quelle étude tu fais référence, tu as une bonne mémoire. Et c'est vrai que c'est un bon moyen finalement de faire comprendre aux gens l'effet bénéfique de la pollution de l'air. C'est une étude espagnole qui m'a étudié diverses variables physiologiques, je ne sais plus exactement lesquelles, mais en gros ils ont montré que pour rentrer dans une zone qui est néfaste pour la santé, il faudrait faire plus de 5 heures de vélo en centre-ville, dans un moment en plus type un peu hiver où on a des concentrations plutôt élevées, quoi. Donc on voit qu'on a quand même de la marge, et ils ont montré que le pic de bénéfice donc là c'est spécifique au vélo, hein, mais le pic de bénéfice sur la journée c'était autour d'une heure et demie de pratique, même dans ce milieu pollué là on va dire hivernal, un peu plus pollué, quoi. Donc on voit bien que y a un bénéfice clair, et que pour arriver dans la zone néfaste il faut quand même en faire un certain nombre. Ouais, c'est ça. Il me semble que pour la marche c'était encore plus, fallait faire plus de 7 ou 8 heures de marche pour arriver dans un niveau d'exposition de dose inhalée qu'on considère comme néfaste. Et si on se contente de quelques heures de marche dans la journée, on est quand même dans une zone bénéfique pour la santé, quoi. Donc, okay. C'est plutôt rassurant en fait. Dans l'extrême majorité des cas où on est hors pic de pollution, voilà, on est dans un bénéfice clair pour l'activité physique. Dans le quotidien, ouais, c'est sur 100%. Sur le dernier pic qu'on a eu, je reviens sur ça, le dernier pic qu'on a eu qui était assez intense, il y avait quand même... tu m'avais dit, on n'a jamais eu ça en termes de concentration, c'était vraiment extrême. Est-ce que ça s'applique aussi? Est-ce qu'on est toujours sur un peu le même discours où là, vraiment, on relevait le pied, tout le monde, quoi? Enfin, je veux dire, ça sert à rien d'aller vraiment s'exposer. Il y a différentes classifications de niveaux, et donc selon les grades, voilà, on va dire le grade 0, c'est tout le monde dehors à profiter. Le grade 1, on va dire, alors ça s'appelle pas 1, je sais plus les terminologies officielles, mais en gros on va commencer à dire oui, public sensible, commencez à faire attention. Grade 2, on va dire bon, public sensible, faites très attention. Population générale, adaptez votre pratique, passez sur des activités modérées, légère, voilà, ouais. C'est ça. Et après il y a le niveau d'au-dessus où en gros on sait que instantanément ce qu'on respire là c'est mauvais, en gros. Voilà, donc ça c'est truc très rare. En général, quand ça arrive, ils mettent tout en place pour la diminuer très vite. Donc en général, ils ferment ou ils réduisent les activités des usines, ils mettent en place la circulation alternée. Donc en général, ils sortent les gros moyens quand on dépasse ces seuils-là. Il me semble que pour les particules, je crois que c'est quand le seuil dépasse 50 microgrammes, à vérifier. Mais typiquement, voilà, en général, on est au courant quand on est dans des seuils très élevés, et les messages passent en disant de faire attention, quoi. Après, en France, on a la chance aussi de ne pas connaître des situations d'exposition vraiment extrêmes, comme dans d'autres pays. Comme dans d'autres pays, à New Delhi, j'avais vu. En Inde, typiquement, ils ont des concentrations qui peuvent être
quasi 10 fois supérieur à ce qu'on vit en Chine aussi. Et c'est vrai que quand ils sont dans ces niveaux-là de pollution, ou même simplement le fait de marcher dans la rue, se balader, génère une gêne respiratoire, là c'est sûr qu'on conseille à tout le monde d'éviter de réduire l'activité physique, c'est sûr, quoi. Mais ça, normalement, c'est quand même pas des pics qu'on observe vraiment... chez nous. Mais bon, c'est bon à savoir si on voyage, tu vois, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que, par exemple, sur le marathon de New Delhi, ils avaient montré que les performances du marathon avaient baissé, je crois, de l'ordre de 4 à 5% à cause de la pollution, en fait. Et ils avaient comparé, je crois, 2 années, une année avec un niveau de pollution, on va dire, acceptable, et une année avec beaucoup de pollution, et il y avait quand même des gros écarts sur la moyenne du marathon. Donc, tous les sportifs n'ont pas la même sensibilité à la pollution de l'air, mais ça peut jouer sur les performances sportives, même des sportifs de haut niveau, clairement. Ouais, tout à fait, c'est sûr. Ok. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, si tu as parlé des grades, enfin des grades 1, grade 2, ou peut-être ça s'appelle autrement, mais peu importe. Comment ça, nous, grand public, on peut le savoir? Tu m'as beaucoup parlé d'une application sur l'agglomération lyonnaise, la Air2Go. Sinon, on se renseigne où? Alors, comment on fait pour... Il y a des agences qui font un super travail qui s'appellent les agences Atmo. Donc en fait, c'est un réseau de surveillance de la qualité de l'air, c'est un réseau de surveillance officiel de surveillance de la qualité de l'air, et il y a une agence par région. Donc selon où vous habitez, vous tapez Atmo avec le nom de votre région, vous arrivez sur le site internet de l'agence, et tous les jours, ils font une carte actualisée de la pollution de l'air. Ils font des prévisions, comme la météo, de pollution de l'air, et ils vous donnent des recommandations. Donc en fait, pour simplifier les choses, pour le grand public, ils ont inventé un index aggloméré, donc qui prend en compte les particules, l'ozone, le NO2, et ils cumulent en fait tous ces polluants-là, et s'il y en a un de ceux-là qui dépasse un seuil, du coup l'index va évoluer, et je crois qu'il a 7 niveaux, voilà. Et du coup, l'air, il va de bon à très dégradé. Très mauvais, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, vous pouvez vous référer à cet index-là de votre agence de surveillance de la qualité de l'air locale. Donc, c'est vrai qu'à Lyon, ils ont développé l'application qui s'appelle Air2Go, qui permet de choisir un itinéraire, de proposer des itinéraires alternatifs à pied ou à vélo par des routes moins empruntées, donc avec moins de pollution. Et ils donnent aussi des petits conseils pour l'activité des conseils, physique. voilà. Et qui sont très, on en avait parlé, qui sont vite... ils déconseillent assez vite de mémoire. Alors oui, parce en tout cas, ils mettent vite le point d'alerte, quoi. Oui, parce que leur travail, c'est pas la santé, c'est surtout la pollution. Donc ils préfèrent envoyer un message protecteur, et de toute manière, c'est le message qui passe. Je pense que je suis un peu moins protecteur que les messages généraux, on va dire. On conseillera toujours, on en fera toujours un peu plus pour la santé. Donc voilà, dès qu'il y a un petit peu de pollution, on va dire aux gens, faites attention. C'est pour ça que des fois, moi, je dis quand même oui, mais pratiquer oui, quand même. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais c'est vrai que ces applications-là, elles sont vachement bien pour connaître son exposition, un peu mieux comprendre quand on est exposé. Après, c'est vrai qu'elles ont peut-être des fois le défaut de rendre le truc un peu angoissant, parce que, bon, les gens ne le savent pas, mais on est très souvent au-dessus des seuils recommandés par l'OMS, et donc c'est vrai que si tous les matins on regarde et puis on voit qu'on est au-dessus, ça peut être un peu déprimant. Donc je pense que c'est bien pour s'informer et être au courant quand il y a des pics de pollution. Après, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, quand il y a les prévisions météo du jour à la télé, j'ai vu que souvent maintenant, ils parlent des niveaux de pollution, et ça arrive quand il y a un pic qui rappelle qu'il y a un pic de pollution. Donc normalement, si on est dans une situation de pic important, on arrive à l'entendre à droite à gauche, ou voilà, s'ils mettent en place la circulation alternée, on comprend que là c'est sur, sur des niveaux assez élevés. Ok. Ah oui, il y avait une autre question. Alors, au tout début de l'épisode, tu parlais de la météo, et j'ai toujours eu en tête que quand il pleut, ça fait redescendre, tu vois, les particules, et que du coup c'est mieux. Mais en même temps, je ne sais pas du tout si c'est vrai, et je ne suis pas allée creuser non plus le sujet. Mais j'ai vraiment ça dans ma conscience, de me dire, il pleut, super. Après, ça sera peut-être mieux, tu vois. J'avais un petit peu cette idée-là aussi. Du coup, j'ai été regarder cette semaine. Et alors, les résultats sont un peu mixtes, mais de manière générale, ça induit une petite baisse quand même de la pollution de l'air, des particules et du pollen notamment. Donc, ça les plaque au sol, en fait. Après, c'est assez variable. Il y a des fois où ils ont mesuré après la pluie et il n'y avait pas trop de variations. Et des fois où ils ont mesuré après la pluie une grosse pluie et ça pouvait baisser jusqu'à 30% de la pollution de l'air. Donc voilà, les résultats sont un peu mixtes, mais ça aurait plutôt tendance à baisser la pollution. Donc c'est vrai que par exemple, aller courir après une bonne pluie, je pense que ça peut être pas mal. Ok. Même. Mieux que pendant ou avant? Je pense, ouais. En fait, c'est toujours pareil. Si on a le choix entre courir faut avoir le choix. au parc ou machin, autant aller dans un endroit ou à un moment où c'est moins pollué.
Ouais, tout à fait. Et il y a une question, je suis sûre qu'on te la pose tout le temps, c'est celle des masques. Ouais, Tu vois, tout parce le qu'on temps. on voit soit des cyclistes, soit des coureurs. En général, après, il y a peut-être dans d'autres activités, mais au moins dans ces deux-là, on voit des gens avec des masques. Bon, on voit toutes sortes de masques. Moi, je connais pas du tout ces masques-là, mais est-ce que c'est du bullshit ou est-ce que ça sert vraiment, tu vois Euh, ça filtre à un certain point ou pas? alors, je pense que à partir du moment où on met un masque, on filtre quand même un petit peu. Voilà. Donc, ça sera toujours une situation où on va prendre peut-être les masques classiques qu'on avait tous pendant le Covid. Ça filtre une partie des particules. Ça sera pas, par exemple, les plus fines vont passer à travers. Mais dans la mesure où on respecte un petit peu les recommandations, c'est-à-dire changer régulièrement le masque, ça peut être un moyen de réduire sa dose inhalée. Euh, Après, c'est pas forcément, de mon point de vue, mais ça c'est ma sensibilité, on va dire, nécessaire quand on pratique une activité physique, parce que je le disais tout à l'heure, les bénéfices induits sont largement supérieurs aux effets sanitaires liés à la pollution de l'air. Après, si on est peut-être sensible ou que ça nous inquiète, rien n'empêche d'essayer de pratiquer avec un masque, mais moi j'ai l'impression que ça rend la pratique inconfortable, mais peut-être qu'il y a des gens qui le supportent mieux. Et c'est vrai, juste pour rebondir là-dessus, on inhale quand même moins d'oxygène et on dégage moins notre dioxyde de carbone. Donc ça, c'est sûr, hein, tu vois, à l'hôpital, notamment dans nos pratiques, je me souviens qu'à une époque, on avait quand même tendance à dire, quand on était en individuel, sur certains tests physiques notamment, de dire aux patients d'enlever les masques parce que du coup, finalement, tu t'intoxiques toi-même, tu vois, avec ton propre dioxyde de carbone et c'est vraiment pas top pour l'oxygénation de ton corps, quoi. Ouais, et puis le problème en plus, c'est que si on veut des masques efficaces, c'est des masques qui sont très filtrants et donc qui posent problème pour respirer fortement, quoi. Donc si on veut un masque voilà, qui protège vraiment très bien, il faut prendre des masques type FFP2. euh, et respirer avec un FFP2, déjà, c'est pas évident. Alors, C'est pratiquer une activité sûr. physique avec, c'est encore plus compliqué. Et les masques de sport, c'est plutôt ça? Ça ressemble, enfin, dans le, tu vois, dans Alors, je pense pas. Je pense que c'est. Il y a pas mal j'ai vu des boîtes qui se sont montées qui proposent des masques un peu adaptés à la pratique. Euh, il y a différentes, clairement, je pense qu'il y a différentes gammes d'efficacité. Si c'est juste du tissu, ça ne pourra pas tout filtrer. J'ai vu qu'il y avait des gaz qui fonctionnaient avec un système de filtre à charbon. Donc ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment efficace. Après, on rentre dans un système où voilà, faut changer le filtre à charbon de manière régulière. J'avoue que j'ai jamais testé ce genre de masque-là, un tout petit peu, on va dire, haut de gamme. Je ne saurais pas dire voilà, en termes de ressenti par rapport à la pratique. C'est vrai que, étant cycliste, je me dis que la pratique n'est pas ultra intense quand on se balade. Donc peut-être que voilà, faire du vélo avec un masque, ça reste quelque chose peut-être d'envisageable. Et sachant qu'en plus, on est clairement au cœur du trafic, on va dire, à proximité des émissions des véhicules, ça peut être une solution intéressante pour ceux qui veulent réduire leur exposition. Mais j'avoue n'avoir jamais vraiment testé ça. Donc ça, c'est... ouais. J'espère qu'on va pas tous se retrouver, tu vois, masqués avec un scaphandre. Ça va commencer à être flippant, tu vois, si on se met tous à pratiquer comme ça. Mais d'un côté, si ça peut permettre, comme pendant le Covid, de se protéger, Ouais. pourquoi pas. Mais Après, on a quand voilà, même expliqué en début de podcast que les émissions avaient bénéf- fait que baisser en plus. Donc c'est vrai que bon, tout à fait. faut aussi voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais voilà, on comprend beaucoup mieux que par le passé les effets sanitaires. On découvre qu'il y a énormément d'effets sanitaires liés à la pollution de l'air. Mais objectivement, la pollution de l'air a quand même baissé et devrait continuer à baisser avec voilà, le développement des véhicules électriques, avec voilà, les progrès en termes d'isolation des bâtiments, de chauffage, ce genre de choses, quoi. Donc, Plutôt encourageant. on espère, ouais. Plutôt encourageant. Et toi, personnellement, alors je vais pas te mettre mal à l'aise, mais tu t'adaptes ton parcours, tu vois, en vélo? Vu que je sais que tu te déplaces pour aller au boulot en vélo. Est-ce que tu te Pour casses être la tête pour ça ou trop pas? honnête, pas vraiment. Je pense que Après, t'es pas trop loin aussi de ouais, mémoire. j'ai un gros quart d'heure de vélo, mais globalement, alors peut-être qu'indirectement, je l'adapte par rapport à ça, mais c'est plus par rapport au confort, pas être trop proche Des des voitures. voitures. Donc en général, si je peux, j'évite les axes où voilà, c'est trop intense, ou ouais, ça va être compliqué de se déplacer au milieu des voitures parce que c'est pas agréable, ou des axes où les voitures vont trop vite. Donc en général, j'essaie de privilégier voilà, plus voilà, à Lyon, on a quand même la chance d'avoir pas mal de voies vélo, donc on peut à peu près choisir son trajet. Donc c'est vrai que, mais je le choisis plus sur un critère
d'agréabilité, on va dire, du trajet. Et finalement, c'est mais, très lié mais finalement, ouais, indirectement, c'est lié parce que voilà, Ouais. c'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose que tu aurais voulu nous partager là, dans cet épisode qu'on n'aurait pas abordé autour de ce sujet-là? Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. On a couvert l'évolution dans le temps, les effets sanitaires. C'est vrai que j'ai pas détaillé peut-être l'effet de la pollution de l'air. Alors après, ça m'embête un peu de finir là-dessus parce que je veux pas finir sur une note négative, mais peut-être juste rappeler que, mais peut-être aussi pour que tout le monde soit engagé là-dedans, c'est quand même 40 000 morts par an prématurés. Voire même plus, parce que je pense que c'est un peu sous-estimé, on prend en compte que certaines associations. Donc c'est un facteur de mortalité assez Assez important, élevé, ouais. assez élevé. C'est un facteur de risque de cancer, c'est un facteur de baisse de qualité de vie, de baisse de l'espérance de vie. Les études qui ont été faites au niveau national montrent que les gens les plus qui habitent dans les lieux les plus exposés peuvent perdre jusqu'à 2 ans d'espérance de vie, ce qui est vraiment énorme. On a montré des liens avec des pathologies mentales, des liens avec des problématiques respiratoires, des liens, des effets sur les femmes enceintes avec des accouchements prématurés, des faibles poids de naissance. Donc il y a quand même la nécessité de continuer l'effort à baisser et de travailler, on va dire, collectivement, parce qu'à l'échelle individuelle, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est en fait, si on regarde bien, et peut-être qu'on peut finir là-dessus parce que c'est intéressant, c'est un peu les mêmes leviers que pour le changement climatique en fait. C'est les mêmes causes, les mêmes conséquences, les mêmes leviers. Et donc c'est des besoins énergétiques importants qui créent ces émissions-là. Et donc ça veut dire essayer de collectivement trouver des solutions pour se déplacer de manière plus intelligente, privilégier les modes actifs, essayer de réduire les émissions, de pousser pour des politiques qui encouragent ça, ce genre de choses, quoi. Voilà. Ok, mieux isolé, mieux... Voilà, c'est ça exactement, quoi. Ça, ouais. Donc forcément c'est beaucoup de travail, c'est pas évident parce que ça demande un changement global, rien qu'à l'échelle de la ville où on est sur des décennies de villes pensées plus pour la voiture et les modes motorisés, repenser les villes avec plus de verdure, des bâtiments mieux isolés, des infrastructures qui facilitent les transports en commun, la marche, le vélo, tout ça. C'est des choses à repenser, mais qui joueront sur les deux en fait. Ça va jouer sur la pollution de l'air et ça va jouer sur le réchauffement climatique. Donc il y a un vrai intérêt à le faire en fait. Voilà. Donc on peut tous être un peu plus sensibles à ça et essayer de faire autant que possible. Comprendre pourquoi c'est important. Ouais. Comprendre pourquoi c'est important, puis mettre en place ce que tu viens d'expliquer là au niveau de la transition écologique et au niveau des petits efforts. Mais après, c'est sûr que ça va pas forcément suffire. Enfin, faut que ça aille. Oui, c'est pour ça que nous on dit voilà, encourager les politiques publiques qui vont dans ce sens-là de manière générale, parce qu'on voilà, pour être conscient que c'est un impact à l'échelle locale, mais aussi nationale, voire plus quoi. Voire plus, ouais. Et après, en cas de forte pollution, on ne peut pas toujours agir directement dessus, hormis peut-être limiter ses déplacements en voiture, etc. Mais comme on l'a dit, donc si je résume très rapidement, on peut agir sur les modalités de notre pratique et sur les conditions en fait de notre pratique. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et faire au mieux en fait, faire au mieux pour garder un maximum les bénéfices liés à la pratique, donc continuer de pratiquer et en même temps pas briser peut-être nos efforts si on est en pleine reprise d'activité physique. Je trouve que c'est vraiment intéressant et je voudrais encore souligner ce point de vue. Et puis dans l'idéal, faire attention quand c'est pollué à choisir, si on a la possibilité, le créneau, l'environnement, le type d'activité, enfin moduler un petit peu en fonction des différents critères qu'on a donnés tout à l'heure. Je voudrais te remercier parce que je pense qu'on a bien répondu au sujet. Donc oui, c'est judicieux de pratiquer pour notre santé et on a quand même plus de bénéfices à pratiquer, et même si on habite dans une zone polluée et même pendant les pics de pollution, on peut continuer tout en jouant voilà, sur ces critères-là. J'aime bien poser une dernière question en général à mes invités, je pose toujours les mêmes. Déjà, c'est qu'est-ce que tu fais toi en termes d'activité physique ? On en a parlé un peu tout à l'heure, tu m'as parlé de l'escalade, je sais que tu faisais du squash avant. Ouais, alors, Et qu'est-ce qui te motive là-dedans ? Bonne question. Je me suis jamais posé la question dans ce sens-là. Alors, j'ai la chance d'avoir toujours aimé un peu l'activité physique dans ma vie. Donc, j'ai commencé par le judo, j'en ai fait pendant quasiment 20 ans. Ensuite, j'ai changé un petit peu. J'en avais fait pendant trop longtemps que je suis passé au squash. Et là, récemment, j'ai changé. Je m'ai fait un petit peu d'escalade. Donc, j'ai toujours eu ce besoin de pratiquer un petit peu, plus ou moins selon les moments de ma vie.
Et j'aurais du mal à expliquer ce que je cherche là-dedans. C'est vrai que des fois, c'est un peu un besoin. On se dit que voilà, on a besoin d'aller un petit peu se défouler, faire un petit peu de sport. Je pense qu'il y a aussi des fois le côté social, le moment qui est partagé quand on fait cet effort ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment quand on a fini la pratique aussi de bien-être où voilà, on se sent bien après d'avoir fait ça, on se sent bien mentalement dans son corps. Donc c'est des choses agréables. Et puis il y a aussi le côté jeu. J'avoue que un peu ludique, ouais. ludique, Surtout que là, tu choisis des activités où ouais, typiquement, c'est toujours plus agréable. Enfin, en tout cas, ça dépend des gens, mais en tout cas, moi, je trouve ça plus agréable de courir après une balle que, que de courir tout court. que courir tout court. J'ai pas l'impression de faire un effort. Je m'amuse, donc voilà. Et pourquoi l'escalade? Bonne question. C'était pour aller dans une autre direction. J'ai toujours aimé les sports avec une grosse intensité, judo, squash. C'était intéressant d'aller chercher un peu autre chose. En plus, là, vu que je suis en début de pratique, je progresse assez vite. C'est assez sympa. C'est un milieu que je découvre où les gens sont assez bienveillants. Donc, je ne sais pas si je vais en faire pendant longtemps, mais vu que j'avais un petit peu arrêté à cause de petits soucis de dos le sport pendant quelques mois, c'était une bonne solution, je trouvais, de reprise. Et je vais voir vers quoi je me dirige par la suite. Mais puis bon, ça a l'avantage aussi d'être quelque chose que tu peux faire de manière plus simple que d'autres sports où tu as besoin d'un partenaire ou autre. Si jamais tu peux quand même, c'est un peu comme la course à pied, tu peux quand même aller pratiquer tout seul si vraiment à un moment donné tu trouves pas de moyen de... Ouais, tu trouves personne. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et ok, bah, écoute, je te souhaite que de poursuivre dans ce sens-là, de continuer de pratiquer, peu importe l'activité, mais de continuer de pratiquer. Et puis, si tu as dernière petite chose à dire, n'hésite pas. Et puis sinon, on va clôturer le podcast là-dessus. Non, je vous ai donné les ressources. Voilà. Si vous vous intéressez à la pollution de l'air, allez voir votre agence locale Atmo avec le lien de votre région. Et nous, on travaille spécifiquement sur les risques de cancer. Donc si jamais, à un moment dans me dit vous voulez avoir des informations là-dessus, on a monté un site internet qui s'appelle cancerenvironnement.fr. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est des infos qui sont directement traduites des connaissances scientifiques vers le grand public. Donc en général, on a des bons retours. Voilà, on explique les différents facteurs de risque des cancers ou des causes environnementales. Et notamment, on a une fiche pollution de l'air où on explique tout ça. Donc, si à un moment donné, vous cherchez à vous informer sur ces thèmes-là, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et si on peut c'est possible de te contacter aussi directement ? C'est possible. Alors, j'ai un compte Twitter professionnel et après, via le site internet. Cancer Environnement. Je pense que ça doit être possible aussi, oui. Ça doit être possible ? Ok. De toute manière, moi, je rajouterai les coordonnées ou les liens que tu me donneras. Et puis comme ça, vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires du podcast, à liker ce podcast ou lui mettre une bonne note pour qu'on continue à vous apporter du contenu de qualité. Je te remercie beaucoup, Thomas, d'avoir participé et de m'avoir bien éclairci, moi, personnellement, mais également avoir apporté un bel éclairage à toutes les personnes qui écoutent et qui n'étaient pas trop sûres, justement, sur quoi faire quand c'est pollué et en termes de pratique d'activité physique. Merci à toi. De rien, c'était un plaisir. Allez, bonne journée à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!